Merci à tout le monde, merci à tous les invités. Merci à Soirée Conservation pour cette opportunité à Share Screen que vous m'aviez donnée de partager certaines expériences sur l'entrepreneuriat vert et le développement durable euh, dans le monde, ce que nous faisons en République démocratique du Congo. Je m'appelle Katiko Modjon, comme on l'a dit, je travaille avec Keda, on m'a déjà tout présenté, ce que je suis. Ça, c'est en termes de présentation. Je suis à Goma. Je vis à Goma, en République démocratique du Congo, une ville qui n'est pas bien sécurisée actuellement suite à la guerre que vous connaissez. Mais bon, on est là quand même. C'est là où nous vivons. Euh, Premièrement, dans les aperçus, je voulais parler sur les plans de la partie. Ce soir, nous allons parler sur trois points qui sont les aperçus du développement durable, ODD. Nous allons parler sur la généralité de l'entrepreneuriat vert et son impact sur le développement durable. Mais aussi, à la fin, j'essaierai de vous montrer quelles sont les actions locales, mais aussi internationales que nous pouvons faire pour contribuer à l'entrepreneuriat vert, mais aussi contribuer au développement durable. Là, je serai plus pragmatique des actions que nous faisons ici chez nous en République démocratique du Congo en tant qu'organisation locale, au-delà des locales, et ce que nous faisons avec les autres sur le plan international. Premièrement, dans ma présentation, je voulais parler par rapport au développement durable. Comme nous le connaissons tous, le développement durable, ce sont des objectifs. Les objectifs du développement durable sont des objectifs mondiaux qui ont été adoptés par les Nations Unies depuis 2015. C'était un essai que les Nations Unies a mis en place depuis 2015 et qui doit être évalué en 2030. Donc, jusqu'à maintenant, nous sommes dans la praticabilité des développements, des objectifs du développement durable. Ils sont appelés objectifs mondiaux à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent en paix et la prospérité d'ici 2030. Donc, ce sont les objectifs que les Nations Unies se sont fixés pour que d'ici 2030, le monde entier, les êtres humains puissent vivre en paix et en prospérité, ce qui n'est pas une chose facile, mais nous sommes en train de presque arriver en 2030. Il ne reste que 6 ans pour évaluer si les objectifs du développement durable ont été réellement mis en compte. Généralement, pour parler du développement durable, on se lit sur trois grands piliers. Et dans ces piliers, je vais parler plus du pilier social, le pilier économique et le pilier environnemental. Parce que normalement, il y a 17 objectifs du développement durable, mais ces 17 objectifs du développement durable sont synthétisés dans trois piliers du développement durable. Et là, nous allons parler du pilier social, du pilier économique et le pilier environnemental. Comme nous voyons sur les schémas là-bas, tous ces piliers, on nous montre qu'ils sont équitables, qu'ils sont durables, qu'ils sont vivables et qu'ils sont viables. C'est-à-dire que ça se chevauche. Il y a pas, on ne peut pas dire qu'on fait le développement durable sans pour autant satisfaire les sociales. Les sociales, là, je suis en train de parler des êtres humains. L'économie, ce que nous faisons dans le développement durable, quel que soit dans la protection de l'environnement, ça doit booster nos économies. Donc, l'économie ne doit pas bouger. Ça ne doit pas du tout diminuer nos économies, mais nous devons aussi veiller sur l'économie. Mais au-delà de l'économie, cela doit aussi influencer l'environnement parce que nous devons gérer bien notre environnement, en fait. Ce sont des objectifs qui se chevauchent. On ne peut pas faire un pilier sans pour autant en faire un autre. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, ce sont les 17 objectifs du développement durable que je pense que tout le monde connaît. Il y a un, pas de pauvreté, il y a la faim zéro, il y a la bonne santé, le bien-être, il y a l'éducation de qualité, il y a l'égalité entre les sexes, il y a l'eau propre et assainissement, il y a les énergies propres à d'un coût abordable, le travail décent et croissance économique, il y a les industries et innovations d'infrastructures, il y a tous ces 17. Là, il y a des villes et des communautés durables, il y a la consommation et la production responsable, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques,
Il y a la vie aquatique, il y a la vie terrestre, la paix et la justice, des institutions efficaces, les partenariats de tous ces objectifs. Alors ça, ce sont des objectifs, les 17 objectifs que le monde s'est fixés actuellement, qui vont être évalués en 2030 pour voir si nous sommes arrivés à les mettre en pratique pendant ces 15 ans d'exercice depuis 2015. Et il nous reste actuellement 6 ans, parce qu'on a déjà passé 9 ans pratiquement dans ces objectifs. Et dans ces 6 ans qui restent, on va évaluer en 2030 si ces objectifs ont été atteints. Mais moi, je vais plutôt vous parler de ce que les objectifs que nous intervenons dedans, parce que normalement, il y a l'objectif 2, la fin zéro, il y a l'objectif 13. Là, je suis en train de parler des mesures relatives au changement climatique et, et la fin zéro, c'est là où nous intervenons plus, mais aussi il y a l'objectif, hmm, je peux dire, je pense que c'est ces deux, mais aussi avec l'objectif 6, on intervient parfois et l'égalité entre les sexes parfois, mais beaucoup plus que nous faisons, c'est ces trois-là. Et pour mieux y aller plus, je vais vous parler de la généralité sur l'entrepreneuriat vert. Comme vous voyez sur l'image, ça c'est un champ que nous cultivons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ça c'est à Goma. Euh, Au-delà de ce que je vous venais de voir là-bas, c'est un champ de légumes verts qui sont cultivés ici chez nous à Goma. Ceux qui connaissent la ville en soi, c'est une ville volcanique où il y a des pierres. Mais au-delà de ça, nous utilisons des engrais organiques sans utilisation des engrais chimiques. Et avec ça, nous produisons des produits biologiques sans engrais chimiques et sans utilisation de pesticides. Et ça, ce sont des techniques que nous avions employées dans la durabilité parce qu'actuellement, dans des villages qui sont proches de la ville, il y a la guerre, il y a tout ça, il n'y a pas la possibilité de cultiver. Alors, pour bien faciliter la subsistance alimentaire, on est obligé de faire l'agriculture dans des villes. Et c'est possible, on l'a fait au-dessus même des pierres, on a apporté des déchets des animaux et on a utilisé avec ça et il y a une bonne production. Et là, je suis en train de parler de la généralité de l'entrepreneuriat vert. L'entrepreneuriat vert, il englobe les activités économiques, les technologies, produits et services qui limitent les émissions de gaz à effet de serre, réduisant les empreintes écologiques et tout en minimisant la pollution et économiser les ressources. Donc, ce sont pratiques que nous utilisons qui vont faciliter les activités économiques avec de nouvelles technologies, mais qui vont permettre de limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en donnant une rentabilité économique très grande. Et comme on dit dans la note, la personne qui fait l'entrepreneuriat vert, on l'appelle un éco-entrepreneur ou un éco-preneur. Et c'est là nous allons donner les objectifs alors de l'entrepreneuriat vert. L'entrepreneuriat vert en soi nous permet de créer une deuxième activité génératrice de revenus. Avec l'entrepreneuriat vert, l'homme peut se faire la vie facilement, économiquement parlant. Donc, ça peut créer une agère au sein d'une famille quelconque. Ça permet la promotion des genres parce que dans l'entrepreneuriat vert, même les femmes et les hommes, et actuellement, c'est beaucoup plus les femmes qui travaillent que même les hommes. Il y a la contribution à la sécurité alimentaire, surtout dans les pays africains où il y a l'insécurité alimentaire. La contribution à la croissance économique, plus vous en faites, plus il y a plus vous en faites, plus il y a il y a des moyens financiers que vous recevez. Au-delà du financement, vous pouvez aussi vendre vos produits que vous avez cultivés et ça va vous procurer l'argent. Ça peut contribuer aussi à la croissance économique, je l'ai déjà dit, et à l'augmentation de la masse monétaire en circulation. Ça facilite l'augmentation des échanges internes économiques facilement. Celui qui cultive au village, il peut échanger ses produits en ville et on va lui donner l'argent facilement et ça va faciliter les libres-échanges à l'interne du pays. Mais aussi, ça contribue à la reconversion professionnelle
et la préparation à la retraite. Normalement, quelqu'un qui travaille un écopreneur, c'est un travailleur, c'est aussi un emploi. Vous pouvez utiliser ça comme un emploi facilement. Et au-delà de tout ça, ça nous prépare à la retraite parce que quand vous vieillissez et que vous faites l'agriculture, ça vous donne encore la force de ne pas, de ne pas vous précipiter à la mort. C'est aussi un travail qui nous aide parce que ce ne sont pas des travaux beaucoup plus difficiles, mais ce sont des travaux de routine et faciles à faire. Alors, euh, Alors, je voulais expliquer les types d'éco-preneurs. Comme j'ai dit, les gens qui interviennent dans l'entrepreneuriat vert, on les appelle des éco-preneurs ou des éco-entrepreneurs. Et normalement, nous disposons de quatre types d'éco-preneurs. Les premiers, on les appelle les innovateurs opportunistes. Les innovateurs opportunistes, ce sont des éco-preneurs qui poursuivent les démarches purement économiques dans le cadre structurel contraignant. Ils sont plus influencés par la pression externe, comme les lobbies. Ils exploitent des opportunités stratégiques pour développer une affaire. C'est que ce sont des opportunistes, ce sont des gens qui font l'entrepreneuriat vert par opportunisme. Lui, il sait que si je fais ceci, par exemple, la FAO va passer ici et va me financer mon projet. Je peux écrire un projet, je vais envoyer à la PNUD. Je peux écrire un projet, je vais envoyer à une organisation quelconque. Et quand ils vont voir les prototypes, ils peuvent me financer. Ça, c'est un innovateur opportuniste. C'est quelqu'un qui fait des choses par opportunité. Deuxièmement, il y a le deuxième type, ce sont des champions visionnaires. Les champions visionnaires, et ils évoluent dans un milieu pro-écologique et portent des convictions personnelles à dominante développement durable. Ils visent les futurs durables et s'y posent des profonds changements dans la société. Ce sont des gens qui ont la passion, je vais dire, qui ont la passion dans l'entrepreneuriat vert. Lui, il ne veut que voir les changements, il ne veut que voir la progression écologique. C'est quelqu'un qui a la conviction que cela peut changer une communauté, cela peut lutter contre l'émission de gaz à effet de serre, cela peut lutter contre la famine dans les milliers. Il ne le fait pas par opportunisme, mais il fait ça par envie de vouloir aider la communauté, mais aussi de protéger l'environnement et l'écologie dure au-delà d'utiliser des produits qui peuvent faire en sorte que l'environnement puisse être détruit. Il y a le type 3, ce sont des anticonformistes éthiques. C'est un écologiste convaincu qui désire propager ses valeurs. Il évolue dans un milieu à faible pression environnementale. Son passage à l'acte est plutôt déclenché par des amis, des familles, expériences personnelles, beaucoup plus de désir de changer le monde. Là, je suis en train de parler de quelqu'un qui fait des choses, c'est un anticonformiste éthique. Lui, c'est un écologiste qui est convaincu et qui désire propager ses valeurs, mais il est beaucoup plus convaincu par ses amis, par ses frères, par ses connaissances. On lui parle de l'écologie et il sent l'envie de le faire facilement. Quand on lui parle seulement, par exemple, ici sur Zoom, je lui dis, bon, l'agroécologie ou disons l'entrepreneuriat vert, ses avantages, il sent l'envie de le faire. Et au-delà de ça, il y a le quatrième type qui est un écopreneur par accident. Il est créé pour des raisons plutôt économiques. Dans un espace ignorant l'écologie, il est surtout motivé par la rentabilité financière. Alors, la dernière personne, elle, c'est quelqu'un qui est vraiment par accident. Il est fait par accident. Il peut arriver dans un champ, il a vu quelqu'un, il a cultivé son champ. Au-delà, il dit, bon, combien tu as gagné? Tu lui dis, j'ai gagné 100 dollars. Il dit, ah, 100 dollars, c'est beaucoup. Moi aussi, je vais commencer avec l'entrepreneuriat vert. C'est quelqu'un qui n'a pas de soubassement. C'est quelqu'un qui ne connaît pas les risques. C'est quelqu'un qui ne connaît pas ce qui va lui arriver, par exemple. Mais lui, il cherche seulement l'argent. Il s'est dit, bon, je veux faire cette entreprise parce que j'ai besoin de l'argent. Donc, lui, ce qui lui intéresse plus, c'est la rentabilité économique. Donc, ce sont les quatre types, comme je dis. Le premier, ce sont des gens les écopreneurs, comme je l'ai dit, les écopreneurs, les innovateurs opportunistes. Au-delà des innovateurs opportunistes, il y a des visionnaires, il y a des champions visionnaires.
et les anticonformistes éthiques et les écopreneurs par accident. Donc, ces gens, ce sont les types d'écopreneurs que nous avons, des types d'agriculteurs, disons, qui font l'entrepreneuriat vert. Au-delà de ce qu'ils font, ils peuvent se dire, moi, je vais être, bon, au-delà de tout ça, moi, je voulais seulement nous dire que chacun peut se situer. Il se dit, moi, je suis dans ce truc. Est-ce que je suis un champion? Nous, normalement, on conseille aux gens d'être des champions visionnaires et au-delà, être même des anticonformistes éthiques. Mais aussi, en termes d'opportunité, la première personne aussi, elle est importante. Mais ce qui n'est pas beaucoup plus important, c'est les écopreneurs par accident. Parce que quand vous voulez faire une activité, il faut normalement vous, vous renseigner et vous attendre à ce qui va vous arriver dans le futur, en fait. Alors, ce schéma ici, c'est un schéma qui explique les interactions entre l'entrepreneuriat vert et l'entrepreneuriat vert et les objectifs du développement durable, genre les ODD. Et en termes d'interaction, là, je peux dire qu'est-ce que l'entrepreneuriat vert va faciliter sur le plan entrepreneurial. Ça va aussi, l'État, quel sera le rôle de l'État pour que l'entrepreneuriat vert puisse évoluer? Quel sera le rôle de la communauté scientifique? Mais aussi, qu'est-ce que la communauté scientifique va bénéficier de l'entrepreneuriat vert et la société civile? Quel est son rôle? Ici, comme vous voyez, il y a la responsabilité sociétale. Ça, c'est du point de vue entrepreneurial. Il y a la responsabilité sociétale. Dans l'entrepreneuriat vert, quand vous le faites, parce que vous avez une responsabilité au-delà dans votre société parce que vous avez une activité génératrice de revenus et qui vous donne des responsabilités au-dedans de votre société. Votre bilan économique et social vous aurez un bilan qui sera économique, un bilan qui sera social et aussi environnemental. Parce que si vous faites l'entrepreneuriat vert, non seulement vous allez générer des économies, mais aussi sur le plan social, vous allez aider les gens à avoir la nourriture facilement et aisément parce que vous faites l'agriculture de base près de la population facilement. Le social sera très bien. Mais aussi, au-delà de tout ça, ça permet de protéger l'environnement parce que c'est un entrepreneuriat qui est fait et qui ne fait pas les émissions de gaz à effet de serre. Quel sera le rôle de l'État alors? L'État va aider la population sur les rôles politiques, juridiques et institutionnels. Parce que l'entrepreneuriat vert, c'est de l'entreprise, c'est de l'entrepreneuriat, c'est du business. Et toutes ces choses doivent fonctionner sur le plan politique. Ça doit être dans des politiques bien organisées dans nos pays, mais aussi juridiquement parlant, vous devez avoir des documents. Quand vous faites une entreprise agricole, et institutionnelle, parce que ça doit être des institutions qui doivent être éclairées, mais aussi la régulation des législateurs, mais aussi la mobilisation des ressources. L'État doit permettre, doit aider la population, la jeunesse, mais aussi les entrepreneurs à mobiliser certaines ressources dans le cadre que l'État peut faire, par exemple, des lobbying. Le gouvernement d'un pays va faire le lobbying, par exemple, avec la Banque mondiale, par exemple, avec des organisations internationales pour aider les écopreneurs dans leur pays. Mais aussi dans la communauté scientifique, qu'est-ce que ça augmente? Ça augmente le savoir. Il y a des gens qui ne connaissaient pas ça, mais qui vont connaître, par exemple, après cet exposé, ou soit quand ils vont pratiquer, ils vont avoir un savoir. Mais aussi, ça va permettre le savoir-faire, parce qu'avec l'entrepreneuriat vert, on, 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 on fait comme en anglais, on dit learning by doing. Donc, vous apprenez en pratiquant. Quand vous apprenez en pratiquant, facilement avec l'entrepreneuriat vert, vous avez un savoir-faire qui est vraiment important, mais aussi il y a des connaissances scientifiques et techniques. Là, je suis en train de parler alors comme un agronome. Quand vous vous dites que vous apprenez pas, c'est une science qui s'apprend à l'école, c'est une science qui s'apprend à l'université, mais quand vous ne connaissez pas, premièrement, quand vous allez vous rencontrer avec des spécialistes, facilement, ils vont vous apprendre des techniques scientifiques des trucs scientifiques et techniques qui peuvent vous aider dans l'avancement de vos projets. Mais aussi, quel sera alors le rôle du groupe sociétal? La société civile va permettre, ça doit faire des groupes de pression, des groupes de pression à. Là, c'est la société qui va
qui va faire des groupes de pression à l'État et aux entreprises pour que l'État puisse aider les entreprises à bien à recevoir des fonds ou soit que l'État puisse diminuer, par exemple, les impôts à la population ou les taxes sur l'agriculture et qui peuvent faire en sorte que les gens ne puissent abandonner l'agriculture durable. Au-delà de ça, la société doit faire des mobilisations citoyennes parce que la mobilisation des citoyens doit être vraiment une bonne chose parce que si nous mobilisons nos populations sur cette affaire, non seulement c'est pour lutter contre la malnutrition, pour lutter contre la famine, mais aussi c'est pour protéger notre environnement durablement, mais aussi la société doit coopérer avec toutes ces instances. La société doit coopérer avec les scientifiques, la société doit coopérer avec l'État, mais aussi la société doit coopérer avec les entreprises pour que ces choses puissent bien se faire et que l'agriculture durable ou l'entrepreneuriat vert puisse aller de l'avant. Alors, quelles sont les actions que nous faisons? Ça, je suis en train d'aller presque à la fin. Les actions que nous faisons, nous, ici chez nous, et ce que nous recommandons aux gens de faire pour promouvoir l'entrepreneuriat vert. Les actions que nous pouvons promouvoir facilement, il y a l'agriculture urbaine. Ça, c'est ce que nous faisons ici. C'est dans le cadre où vous n'avez pas la possibilité d'avoir un champ dans le village, mais que vous vivez en ville et que vous avez la possibilité de le faire et que vous avez une distance, par exemple, de 20 mètres sur 30, 50, 40. C'est possible, même 10 mètres, même 5 partout, même dans des bacs, on le fait même dans des sacs, c'est possible. Là, vous pouvez faire l'agriculture urbaine. Il y a des systèmes que nous avions faits, comme on m'a dit, que je travaille sur l'inclusion. Nous faisons avec ça, avec notre organisation Enable the Disabled Action EDA, sur l'inclusion de personnes vivant avec handicap dans l'agriculture, mais aussi on augmente les peuples autochtones. Ici, chez nous, les peuples autochtones, ce sont les pygmées. Ce sont les premiers occupants et on travaille avec eux dans cette action ici. Il y a aussi l'encadrement des entrepreneurs dans l'entrepreneuriat vert parce qu'il y a des jeunes qui ne connaissent pas actuellement c'est quoi l'entrepreneuriat vert. Il est jeune entrepreneur, mais il ne sait pas comment intervenir dans l'entrepreneuriat vert ou dans l'agriculture. Alors, notre rôle, c'est de les apprendre comment faire et de les envoyer sur le marché pour qu'ils puissent bien faire les choses. Nous allons aussi, c'est une demande, demander aux organisations internationales, aux organisations grandes de financer les projets liés à l'agriculture durable parce que c'est très important. Actuellement, l'agriculture n'est pas faite d'une manière non durable parce que si vous faites de l'agriculture sans protéger l'environnement, ce n'est pas l'agriculture actuellement. Actuellement, on doit faire l'agriculture en protégeant notre environnement. C'est ce qu'on appelle l'agriculture durable. Et au fond, c'est dans le sens de dire que les gens doivent travailler en consortium pour promouvoir les actions de la jeunesse sur les ODD. Alors, ça, ce sont des photos, des images que je serai en train de vous montrer par rapport à ce que nous faisons dans les actions que j'ai citées là-bas. Ça, c'est l'agriculture urbaine que nous faisons à Goma. Ça, c'est presque en pleine ville. C'est près d'une usine qui a été abandonnée qu'on appelle Sotraki. C'est non loin d'un quartier qu'on appelle quartier Kieshero à l'ILPG, une université de la place proche. Et nous y cultivons les légumes. C'est quelque chose que nous faisons. Ici, ça, on l'a fait. Les légumes, on y a planté les poireaux, le chou, et tout ça, c'est bio. Et ce sol ici que vous êtes en train de voir, c'est un sol noir, un sol riche que nous utilisons sans y mettre des engrais chimiques ni des produits toxiques. Là, je ne suis pas en train de parler de très toxiques, mais on n'utilise pas trop de pesticides. En tout cas, on utilise des pesticides en cas de danger ou en cas d'échec de tout ce qu'on était en train de prévoir pour l'utilisation. Et là, je suis en train de vous montrer sur l'inclusion du handicap dans l'agriculture durable. Donc, c'est quelque chose, quand on nous montre cette photo, c'est pour susciter tout le monde, que c'est une affaire de tous. Tout le monde dans cette lutte de lutte contre l'insécurité alimentaire, tout le monde est concerné. Quand quelqu'un qui marche qui fait ça avec un vélo comme ça, un handicapé, c'est que tout le monde peut intervenir dans cette activité sans discrimination. Parce que on nous recommande, nous qui ne sommes pas handicapés, par exemple, quelqu'un qui se dit qu'il n'a pas de force,
Quand celui-là, il peut le faire, c'est que tout le monde peut le faire. Donc, c'est une affaire de tous. Euh, Là, c'est l'encadrement des agriculteurs dans l'entrepreneuriat vert. Ce que nous faisons, comment encadrer ces jeunes. Là, on était en train d'encadrer une jeunesse. C'est un projet que nous étions en train de travailler avec TIA Found, ici chez nous en République démocratique du Congo. On a encadré plus de 40 jeunes entrepreneurs qu'on a formés dans le cadre de l'entrepreneuriat vert et l'agriculture urbaine en ville de Goma. Et ces jeunes ont été encadrés pendant 6 mois. On a produit tous les légumes sur un terrain qu'on a loué ici. Et c'est un terrain qui avait beaucoup de pierres, mais un terrain que nous avons emblavé, que nous avions utilisé. Et au-delà de l'utilisation, nous avons beaucoup produit. Et cette production a permis à tous ces jeunes d'aller, donc d'être révoltés et d'aller même dans leurs parcelles pour faire cette agriculture. Et beaucoup d'entre eux actuellement sont devenus des jeunes agripreneurs et ça leur procure une vie bien, sans problème, et ils en bénéficient plus. Dans le cadre toujours de l'encadrement, ici, je vous ai montré, c'était dans la préparation et la plantation. Ici, alors, nous sommes dans l'entretien et la post-récolte. Et la récolte, je vais dire, et là, je suis en train de vous montrer qu'il y a des légumes appelés communément lenga-lenga en Swahili. C'est les amarantes ici. Il y a, il y a par exemple les choux qui sont en train de grandir. Et si vous voyez ces choux, vous n'allez pas accepter que ce sont des choux qui n'ont pas été plantés sans engrais. Il y a des tomates. Et tout ça, on utilisait plus les variétés de la première génération qui sont importantes aussi en agriculture verte ou en agriculture durable. Et là, on est en train de dire que nous devons plaider sur le financement des projets liés à l'agriculture durable. Comme on nous dit toujours, parce que l'agriculture, ça demande des subventions, ça demande l'appui du gouvernement de chaque pays, l'appui des Nations Unies, parce que c'est un secteur qui est aussi pas facile. Il y a beaucoup de risques, mais c'est aussi important parce qu'on ne peut pas travailler sans manger, on ne peut pas faire la guerre sans manger, on ne peut pas étudier sans manger. Donc, tout ce que nous pouvons faire, découle de ce que nous mangeons en fait. Alors, nous devons aussi susciter aux autorités gouvernementales, aux Nations Unies, à nos organisations, de demander que les finances sur l'agriculture, sur l'entrepreneuriat vert soient possibles pour que tous ces projets puissent bien se réaliser. Il nous faut des moyens financiers. Et enfin, je voulais parler sur la promotion des consortiums. Travailler en consortium ou en collaboration pour promouvoir les actions de la jeunesse sur les ODD. Et là, nous avons montré un schéma, les schémas qui montrent sur l'importance de travailler en consortium. Et là, je suis en train de voir, par exemple, quand vous travaillez en consortium, il y a d'abord l'engagement. Et quand vous êtes engagé, c'est que ce que vous faites, il y a de l'intégrité là-dedans, ça crée de l'intégrité. Mais aussi, au-delà de l'intégrité, il y a la durabilité. Au-delà de la durabilité, ce que vous faites, ça va être authentique parce que vous le faites ensemble et chacun donne son point de vue, chacun donne ses compétences, ses connaissances. Et au-delà de tout ça, ce sont des projets plus innovants. Et au-delà de l'innovation, ça crée de la diversité et de l'inclusion dans, dans ce que vous faites, en fait. Alors, ce sont là les actions que nous faisons pour, euh, pour, euh, pour faire l'entrepreneuriat vert ici, pour promouvoir l'entrepreneuriat vert ici chez nous. En fait, pour conclure, je voulais seulement nous dire que les problèmes sont considérables et les fins sont phénoménales. Il est donc important à nous, chers jeunes, chers amis, de coopérer. Et cette coopération ne peut pas être liée seulement à l'échelle locale ou à l'échelle continentale, mais ça doit être à l'échelle mondiale et de partager les coûts d'une façon égale, parce que tout ce que nous faisons, nous devons le faire dans une égalité possible pour éviter que notre planète elle-même ne se détruise. Parce qu'au-delà de tout ça, nous devons protéger l'environnement. Et si nous ne protégeons pas, la planète va se détruire. Nous devons prendre des guides, des guides à viser l'équilibre et les jugements, de sorte que nous puissions, à notre tour, léguer un environnement qui soit durable dans le développement.
En fait, nous devons léguer l'environnement durable dans le développement durable à nos générations futures, qui est riche, généré et bienfaisant à nos enfants et à toutes nos postérités que nous allons avoir et que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Donc, une grande chaîne lie les vies, lie les êtres animés et inanimés. Dans cet espace, ici où nous sommes, en cet instant, en cet endroit, je sais que vous êtes tous en ligne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci John pour une présentation très éloquente et excellente. J'ai vraiment aimé et je sais que beaucoup dans l'audience ont similairement apprécié. Euh, je, je vais commencer la séance question avec une question qui n'est pas directement liée à ce qui a été présenté, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois nous avons des présentateurs qui viennent de la RDC, beaucoup de jeunes comme vous sont très impliqués dans la vie associative et dans les ONG. Est-ce que c'est commun, je veux dire, est-ce que c'est particulier à la RDC dans la région ou bien c'est un mouvement en Afrique que peut-être nous ici qui sommes basés en Afrique du Sud, on n'arrive pas à apprécier en fait, mais beaucoup de jeunes qui viennent de la RDC qui ont présenté sur cette plateforme sont très très impliqués dans le climat, l'agriculture, dans ce que vous faites. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est un mouvement ou c'est... Voilà, ça c'est ma première question. Voilà, vous m'entendez? Oui, 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 parfaitement. Vous pouvez y aller. OK. OK. Normalement, vous avez raison, d'une part. Mais au-delà de ça, il y a des jeunes. Il y a des jeunes à Goma. Bon, là, je suis en train de parler de là où je vis. Il y a beaucoup de jeunes à Goma qui, au-delà des ONG, qui s'intéressent plus à l'entrepreneuriat. Et, et, et il y a aussi ce qu'ils font les mouvements dans des ONG, c'est très bien, mais aussi c'est lié plus à la situation que nous vivons ici chez nous. Bon, je vais dire par exemple, ici nous sommes. C'est lié à aussi à la situation que nous vivons ici, la situation plus qui est humanitaire parce que beaucoup de jeunes, ils se lancent plus dans des organisations non gouvernementales pour exprimer leur potentiel dans le cadre d'aider la population. Parce que vous savez, actuellement, avec la guerre, avec toutes ces choses, on ne peut pas faire. Hmm, Ce qu'on peut faire de notre mieux, c'est de faciliter à nos frères et à nos sœurs la ouais. vie. Et en les facilitant, cette vie-là, c'est en faisant de l'aide humanitaire. Et ce que l'aide humanitaire que nous pouvons faire, c'est en Hmm, utilisant même, au-delà de nos moyens, on utilise même de nos expériences pour que nous puissions aider à la population au niveau, dans les niveaux les plus moindres possibles dont nous pouvons pour que ces gens puissent avoir quand même de l'aide de notre part. Comme moi, je suis en train de vous dire, nous aidons quand même les gens. Parfois même, on utilise de nos propres moyens pour aider les gens à faire de l'agriculture, à les apprendre à faire de ouais. l'agriculture urbaine. Parce que ce n'était pas une technique ancienne, parce qu'avant, quand il n'y avait pas la guerre, les gens ne faisaient pas de ça. Parce que dans les villages, il y avait la possibilité de cultiver dans des grands champs. Mais actuellement, vous voyez, une grande partie dans des villages sont dans la ville, ici là où je suis en train de vous dire à Goma. Et beaucoup de gens, quand ils sont là, facilement pour encadrer ces paysans, on est obligé de leur apprendre comment, parce c'est leur vie, ils sont habitués à la vie de l'agriculture, de l'élevage. On les apprend quand même à un niveau donné qu'ils Hmm, puissent aider, qu'ils puissent s'aider eux-mêmes en faisant de l'agriculture à leur niveau, l'agriculture urbaine, à petite échelle, selon le moyen, pour que nous puissions quand même subvenir aux besoins alimentaires, qui est les besoins primaires, et qui est important. Bon. Et ça, d'accord. c'est dans ces moyens-là, et beaucoup plus des autres jeunes, ils s'intéressent dans l'environnement et tout. C'est pour essayer d'aider et de faciliter quand même la vie à ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire. OK. Il y a une question dans le chat box. Donc, il y a quelqu'un de l'audience qui demande, est-ce que vous travaillez avec d'autres pays sur vos projets? Euh, Bon, voilà. ouais, c'est possible. Nous le faisons avec, bon, là, je vais dire avec Food at Scope.
là où je suis membre. Nous travaillons Mhm. sur des projets sur l'agriculture et dans la campagne avec Foodatscope, nous essayons de faire une campagne sur l'agriculture durable dans les pays. Bon, actuellement, on est au Kenya, il y a une partie qui travaille au Ghana, il y a une Mhm. autre partie qui travaille au Malawi et, et moi, je suis au Congo parce qu'il y a aussi une femme qui est aux États-Unis. Avec ça, nous essayons d'enseigner aux gens quelle est l'importance de faire l'agriculture, quel est l'avantage de l'alimentation. Et en faisant Mhm. ça, donc, on aide aux gens à avoir, à savoir certaines techniques. Au-delà des techniques, il y a des projets que nous allons lancer pour la distribution, par exemple, des semences. Ça va arriver dans l'année peut-être prochaine, en 2025. Mais aussi à la COP, à la conférence des partis, depuis la COP 26 jusqu'ici même à la COP 28, les mouvements ont été lancés pour aller à la COP, parce qu'on appelle ça Food at COP, pour aller à la COP pour les changements Mhm. climatiques, mais aussi enseigner aux gens que les changements climatiques affectent aussi la qualité de l'alimentation, mais aussi au-delà de l'alimentation, les changements climatiques peuvent causer la famine. Alors nous, notre rôle, c'est d'aller même là-bas et enseigner aux gens quel est le rôle de l'agriculture, quelle est l'importance de faire l'agriculture, mais aussi de protéger nos aliments, parce que si on ne protège pas, ça va faire en sorte que les gens ne puissent pas avoir à manger en cas de changement climatique. C'est pourquoi je peux dire, oui, nous travaillons avec avec d'autres personnes dans d'autres pays, très possible. Ok, Euh, d'accord. Il y a une autre question de l'audience. Je ne sais pas s'il y a des mains levées parce que non, je crois pas. Mais il y a une autre question dans le chat box la question demande quel est le niveau de connaissance minimum que vous pensez que quelqu'un peut avoir pour se lancer dans l'entrepreneuriat vert? Donc, à la base, qu'est-ce qui est essentiel de connaître? C'est quoi le niveau de connaissance nécessaire? ouais, c'est une bonne question. Merci pour la question. Mais je pense que ce qui est important dans l'agriculture ou dans l'entrepreneuriat vert, d'abord, c'est cette envie-là de faire. Parce qu'il y a même ce qui ont fait, ceux qui sont actuellement des agronomes, des ingénieurs, qui ont fait même l'environnement, mais qui n'en font pas preuve. Mais il y a des gens qui sont des grands éco-preneurs actuellement parce qu'ils ont eu l'envie, parce qu'ils ont eu envie de faire Mhm. l'agriculture ou l'entrepreneuriat. Moi, je peux répondre à cette question et que premièrement, la personne doit avoir ce goût ou cette envie de le faire. Et si vous vous sentez que Mhm. vous-même, vous avez envie de le faire et que quand vous voulez le faire, alors cherchez quelqu'un que vous pensez que cette personne peut être spécialiste dans cette affaire. Là, Mhm. je suis en train de parler alors sur les plans scientifiques. Cherchez par exemple un ingénieur, un environnementaliste ou quelqu'un qui s'y connaît plus et demandez à lui comment vous faites ça. Facilement, il peut vous aider. Mais moi aussi, je conseille aux gens, il ne faut pas faire ce que vous ne maîtrisez pas. Quand vous ne maîtrisez pas un domaine, ce que rassurez-vous que vous le faites, mais cherchez quand même quelqu'un qui maîtrise pour qu'il puisse vous aider. Donc, ça ne dépend pas des niveaux, mais ça dépend d'abord de l'engagement. Si vous vous y engagez et que vous savez que vous ne connaissez pas, cherchez quelqu'un qui connaît. Mais si vous vous y engagez et que vous savez que vous avez fait, par exemple, les études de ça, facilement, je peux, ça peut être aussi important, c'est aussi un niveau minimum, mais le niveau le plus minimum possible est que vous devez avoir d'abord l'engagement. Après l'engagement, cherchez quelqu'un qui s'y connaît. Et plus vous travaillez avec lui, plus vous allez voir que vous aussi, dans quelques jours, dans quelques années, vous allez avoir la possibilité de connaître les choses même plus que lui. Il y a même des gens que nous avions appris actuellement, mais qui sont devenus experts que nous parce qu'ils ont eu Ok, l'envie et le goût de le faire. d'accord. Il y a deux questions dans l'audience, mais j'ai une question, voilà, parce que dans vos propos introductifs, vous avez dit que parce que à Goma, c'est une zone volcanique, donc la terre est assez riche déjà en minéraux et tout cela, mais
ce que je veux savoir, c'est en termes de... Donc, c'est normal que ça pousse, comme vous avez montré là sur les photos. Maintenant, en termes de peste, comment vous faites puisque vous n'utilisez pas de... Vous n'utilisez pas de produits chimiques. Donc, si, est-ce que vous rencontrez des pestes agricoles qui ont souvent besoin d'être éradiquées, par exemple, et comment vous faites dans ces cas? Ou bien il n'y en a pas justement à cause Ouais, de, je peux dire, de il y en a. l'endroit, de la Il y en géographie. a, Voilà. il y en a, il y en a, ouais. Mhm. Mais comme je l'ai dit, j'ai même signalé quand je présentais qu'on utilise les pesticides en cas de, là où nos pratiques, toutes nos pratiques, disons, ont déjà échoué. Là, je suis en train de parler, par exemple, nous avons fait des luttes biologiques, ça n'a pas accepté. Nous avons fait des luttes mécaniques, ça n'a pas accepté. Alors, à la fin, on utilise des pesticides. Et ça dépend des cultures, parce que je peux dire, par exemple, la tomate, c'est difficile de cultiver Ok. la tomate sans pour autant utiliser les pesticides. Ben, je voulais dire Mhm. que nous n'utilisons pas quand même le pesticide sur toutes les cultures, non. Si on s'est dit, par exemple, les amarantes, on ne peut pas Ok. utiliser les pesticides, ça pousse vite. Même le chou, on utilise des pesticides, en tout cas en cas de danger ou quand les choses ne vont plus comme on l'espérait. Mais on utilise quand même un peu, mais pas en grande échelle ou à grande quantité pour ne pas polluer plus l'environnement. Ok, d'accord. Non, je comprends. Bon, il y a deux questions. Bon, il y a deux questions. Peut-être la première, c'est pas vraiment une question, c'est beaucoup plus un commentaire. Voilà, mais je vais, je vais commencer par la question qui a été posée par Denis Koubuya, qui demande est-ce qu'on peut faire l'entrepreneuriat vert à grande échelle? Et puis, j'irai vers le commentaire une fois que vous avez répondu à cette question. Voilà. Ouais, ouais, merci bien pour la question, monsieur Denis. Je pense que c'est possible de faire l'entrepreneuriat vert à grande échelle. Parce que quand je parlais de l'entrepreneuriat vert, je n'ai pas dit il y a l'échelle possible. Je n'ai pas dit que ça se fait seulement en petite échelle. Non, ça se fait partout. Actuellement, l'entrepreneuriat vert, c'est que j'ai défini, si on va dans la définition, ce sont des activités économiques, d'abord, qui sont rentables et que nous utilisons pour lutter contre les émissions de gaz. C'est que ce sont des activités agricoles qui doivent être faites en luttant contre les émissions de gaz à effet de serre. C'est que on peut le faire sur de grandes échelles, très possible, mais il faut tenir compte de tout ça parce que ça peut prendre beaucoup de moyens. Mais en tenant compte de moyens, je pense que c'est aussi plus productif, c'est plus économique Hmm. et Et c'est plus important parce que c'est plus productif. Ça peut prendre des moyens, oui, mais quand vous allez produire, ça va vous donner beaucoup plus de rentabilité que ceux qui ont fait l'agriculture sans tenir compte de tout ça. OK. Bon, maintenant, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire dans le chat. J'aimerais juste Mhm. avoir votre avis. Donc, il dit, le monde aura à jamais faim. OK? Donc, on aura toujours faim à cause du surpeuplement. Il dit donc, il pense que ceci est une notion sur laquelle il faut insister à tout nouveau. Le monde aura à jamais faim. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut éradiquer la faim vraiment? Parce que vous avez aussi parlé de ça en parlant des SDG, là, des objectifs développement durable. Ouais, bon, d'abord, c'est son point de vue que je ne peux pas aussi refuser. La faim existe, mais comme je peux dire, le monde n'aura jamais faim aussi. Parce que dans le sens que comme on nous a dit, et c'est très important, on nous en a même enseigné dans l'économie, c'est en aucun jour la population va être au-dessus de la production. Parce que la production, elle est toujours au-dessus de la population ou des consommateurs. C'est clair et c'est vrai, vérifié. Ce que moi, je peux dire, on ne va pas éradiquer la faim dans le monde pour dire que la faim dans le monde est finie. Hein. Ça sera pas aussi si facile. Mais ce que dans les objectifs, c'est diminuer quand même. On va essayer de Mhm. diminuer petit à petit, même si c'est un objectif qui a été fixé ici. Là, les Nations Unies s'est dit fin zéro, mais arriver à fin zéro, ça, c'est pas facile. C'est Mhm. pas facile. Pourquoi? Parce que pour avoir la fin zéro, il y a aussi
il y a des préalables qu'il faut mettre en pratique. Là, je suis en train Ouais, de voir, par exemple, la guerre. Là où il y a la guerre, ce qu'il y a la faim, facilement. Vous pouvez vous dire que vous éradiquez la faim aux États-Unis, mais quand il y a la guerre, par exemple, en Ukraine, il y a la guerre au Congo, il y a la guerre partout, c'est aux États-Unis où la faim est finie, mais en Ukraine, il y a encore ouais, la faim, il y a la guerre au Congo, au Congo, il y aura la faim. Parce que c'est vrai. moi, au-delà de tout ça, il y a aussi ce que nous sommes en train de vivre actuellement, les effets liés au changement climatique, ce Ouais, qui n'est pas aussi quelque chose que peut-être nous ne prévoyons pas, mais mm, qui est en train de venir. C'est comme un visiteur qui entre dans votre maison sans toquer. Et quand il entre, ce qu'il vient avec tous ses effets. ouais, Et là, je suis en train de voir, par exemple, la, les- l'augmentation des températures. Là, je suis en train de voir une partie peut-être de l'Afrique. Si vous allez, par exemple, au Kenya, une partie des Songhai ou des Rongai, donc, il y a actuellement des déserts qui commencent à naître là-bas, c'est à l'est de l'Afrique. Si vous allez ouais, au Rwanda, ici, vous traversez Ouganda, la chaleur commence à augmenter. Même au Congo, il y a des perturbations climatiques en Afrique. Parce que ça aussi, ça touche directement à l'agriculture. Parce que si, la faim, oui, il a raison d'une part, que la faim, finir la faim, c'est pas facile. Mais aussi, c'est possible parce que plus les problèmes sont en train de s'accroître, plus aussi nous, les hommes, nous cherchons les moyens de nous adapter en utilisant des solutions durables. C'est pourquoi nous avons créé l'agriculture durable, l'agriculture intelligente, tout. Parce qu'il y a même l'agriculture dans des serres, il y a même des arrosages spécifiques actuellement. Tout ça, c'est dans l'agriculture intelligente pour voir comment nous pouvons essayer de lutter contre cette faim. Donc, je ok. partage ma part dans sa question et dire que la faim, oui, c'est pas facile de définir, mais aussi c'est possible d'y arriver avec des nouvelles techniques, mais aussi avec le travail de l'homme que nous allons faire. Ok. En fait, en parlant, en t'écoutant tout à l'heure, il m'a semblé qu'il y a pas beaucoup de différence entre l'agriculture, l'entrepreneuriat vert comme tu le dis, et l'agriculture comme nos parents le faisaient au village avant, à l'époque. Parce que c'est vert, il n'y a pas de, il y a pas d'engrais, il y a pas de, voilà, ils n'utilisaient pas de produits chimiques, c'était plutôt naturel. Et les produits étaient vendus, et sont souvent vendus, en fait. C'est vrai qu'une partie va dans la subsistance, donc on va appeler ça agriculture de subsistance, mais une partie est souvent en bordure de route dans les villages. Ils vont revendre, donc ça permet aussi c'est une sorte d'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut appeler ça entrepreneuriat vert? Parce que ça répond quand même à certains des critères là qui ont été énumérés. Ouais, c'est important. Mais parlons de cette question, ce qu'est l'agriculture ancienne et l'entrepreneuriat vert, il y a aussi une petite différence dans le sens que nos parents, quand ils cultivaient à l'époque, ils ne tenaient pas compte de la rentabilité économique. Lui, il faisait plus lié à, je me dis, je cultive mon champ pour, par exemple, avoir quoi manger. C'est pourquoi vous allez voir certains, il a cultivé le maïs. Bon, disons, il a cultivé le maïs. Mais comme il dit que j'ai déjà la farine de maïs chez moi à la maison et que j'ai envie de manger la viande, je vais prendre mes maïs, je vais aller donner au vendeur de la viande pour qu'il me donne la viande que je mange. Bon, c'est important parce que ça lui donnait quand même à manger, la subsistance, ça paye. Mais ici, je parle de l'agriculture comme travail. Je parle de l'agriculture comme source de revenus où quelqu'un, il s'est dit, j'ai fini mes études, par exemple, je me lance dans l'agriculture. Comme je peux finir mes études, je travaille dans une ONG, je suis entrepreneur, je fais par exemple le business, je me lance dans l'agriculture. Je cultive mon champ et à la fin, je vais vendre mes produits soit dans des hôtels, à des maisons, à des familles, soit vendre au marché, tout ça. Donc, il fait de l'agriculture un travail. Mais à l'époque, on faisait de l'agriculture de subsistance. Au-delà de subsistance, il fait Ok, l'agriculture par plaisir. C'est pourquoi aujourd'hui, on voulait montrer que l'agriculture verte, c'est bien d'abord parce que ça permet de lutter contre. Ça ne pollue pas, mais au-delà de ne pas polluer, ça permet aussi de créer une,
une source de revenus, une source de revenus, je voulais dire, Mhm. à la communauté ou à tout le monde, en fait. Toutes les personnes qui vont dire, je vais intégrer cette agriculture verte, parce que pour moi, ça va être une source de revenus qui va faciliter mes économies, l'avancement de mes économies. Moi, je pense que c'est ça la différence. Parce que l'un, il le prend comme travail pour la vie, l'autre, il le prend pour le plaisir. C'est ça, en fait. Ouais, non, je comprends. OK. Merci, merci bien. Bon, maintenant, John, est-ce que un mot de fin rapidement, en une, 2 minutes, et puis avant on adjourne le meeting, Voilà. est-ce que En tu fait, as un dernier commentaire à l'endroit de l'audience? ouais, merci beaucoup. En fait, c'est juste pour remercier l'audience, remercier tout le monde qui s'est donné de son temps pour venir nous écouter, d'apprendre à ceci, mais aussi c'est un conseil de notre part d'investir plus dans je vous exhorte d'investir dans l'agriculture, investissez dans la terre. Comme on le dit toujours, la terre ne mange jamais. Ce que vous plantez, vous le récoltez toujours, mais au-delà de tout ça, j'insiste plus sur la protection de notre terre, qui est la mère, comment on dit, comme le pape François l'a dit, c'est notre maison commune. Nous devons la protéger parce qu'il n'y a pas une planète B à part cette planète A que nous sommes en train de vivre. La planète A qui est la Terre, parce qu'on n'a pas une autre planète. À part ça, si nous détruisons la Terre, parce qu'on n'aura pas on n'aura pas quelque chose à léguer à nos générations futures. Et je vous remercie. Je remercie aussi Soirée Conservation à tout le monde pour ces instants que vous m'aviez accordés. Merci.